Alors, c'est quoi le problème ? Eh bien, on a beaucoup parlé du carburant, mais un autre produit donc pourrait bien voir ses prix flamber et même certains produits être indisponibles en rayon. Je veux parler du plastique. Bah oui, puisqu'il est omniprésent effectivement autour de nous, surtout dans les emballages. Le plastique issu de produits dérivés du pétrole, même si aujourd'hui il y a une bonne partie qui est recyclée, mais quand même un quart du polyéthylène, par exemple, provient du Moyen-Orient, selon l'analyste S&P Global. Certaines entreprises craignent d'ores et déjà une rupture d'approvisionnement peut-être, si cela arrivait, il y a quelques semaines de réserve, mais même sans parler de rupture totale, c'est comme pour les carburants, qui dit raréfaction dit forcément une conséquence sur les prix de la matière première. Le prix de la tonne de polytéréphtalate, c'est ce qui est utilisé pour les bouteilles en plastique par exemple, a presque doublé depuis le début de cette crise en dépassant 1 400 € la tonne. Oui, et donc il va falloir y évaluer ce que ça va avoir comme conséquence sur nous, sur notre quotidien. Oui, les professionnels du plastique, on va l'entendre dans un instant, nous parlent d'une crise sans précédent. Le blocage des produits pétroliers s'installe dans la durée, plus que lors des crises géopolitiques précédentes. Et le plastique est effectivement plus omniprésent que jamais dans nos vies. On parlait des emballages, mais il y a aussi plein de produits dans le domaine de la santé, notamment assez pas anodin, les poches de perfusion, les gants à usage unique, dans les cathéters, les seringues, les blouses, etc. C'est un domaine, la santé oblige, pour lequel en plus on utilise des produits à usage unique, jetables, avec interdiction d'utiliser du plastique recyclé. Donc je veux dire là, en termes de coût de la matière première, l'impact pourrait être plus direct encore que par exemple pour les bouteilles en plastique. Les finances de notre système hospitalier déjà exsangue n'auraient vraiment pas besoin, on l'imagine bien, de voir monter en flèche les prix de ces objets qui sont utilisés au quotidien par les soignants. Parce que ça a été haro sur le plastique. Joseph Taillefer, secrétaire général de Plastalliance, vous avez publié Stop au plastic bashing. C'est vrai que le plastique, il y a eu une véritable offensive, les pailles, les sacs plastiques chez les commerçants. Le plastique, c'est mal, sauf que le plastique, il y en a partout. Alors on essaye dans la mesure du possible qu'il y en ait le moins possible, mais on en a besoin du plastique. Et c'est ce que vous me disiez en arrivant, on se rend compte quand il y en a plus que on en a besoin. En fait, j'ai l'impression qu'on revit encore la même histoire que le Covid. C'est-à-dire que quand on était pendant le Covid, il manquait des masques. Les masques, c'est du plastique, c'était du polypropylène. Le gouvernement n'était pas prêt, n'avait pas fait de stock. Et on s'est retrouvé, en fin de compte, à manquer, on va dire, de ce type de produit. Là, ce qui se passe actuellement, j'ai envie de dire, c'est Covid fois 100. Parce que c'est pas que sur les masques, c'est sur les produits de santé dont vous avez cité, sur lesquels j'entends pas le gouvernement mettre des stocks stratégiques, alors qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement également pour ces produits-là. Mais c'est sur l'ensemble, on va dire, de l'activité. L'emballage, c'est une chose, c'est quelque chose qu'on voit rapidement dans les supermarchés. Mais vous avez, on va dire, des produits divers et variés. Actuellement, on va dire au Japon par exemple, la fabrication de baignoires est suspendue par le numéro 1. Ils font plus de baignoires et de lavabo. Donc on commence à aller sur des produits. Là, j'ai un adhérent sur des casques de chantier. Il ne sait pas s'il pourra fournir des casques de chantier. Un tel, c'est pour de la tuyauterie. L'autre, c'est pour d'autres applications. Et en fait, la famille des matériaux plastiques, c'est effectivement la seule famille de matériaux qui est présente dans tous les secteurs. Et donc, à partir du moment où vous avez un renchérissement du prix, donc effectivement, le prix au final augmente. Mais le problème du prix, j'ai presque envie de dire, c'est marginal. J'ai envie de dire, à la rigueur, c'est la moins mauvaise, c'est la meilleure des mauvaises nouvelles. Parce que vous êtes en train de dire, on va manquer de plastique. Il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus rien qui sort actuellement. Nous, on est en contact avec vraiment les producteurs et les pétroliers et ils sont très inquiets. Ils l'ont dit, je vais pas utiliser le même terme, on va dire qu'ils ont employé, mais on va dire qu'on est foutu. Voilà, on va dire, et en étant poli. Donc, c'est très, très compliqué actuellement. Et ce que Trump actuellement est en train de faire rajoute de la complication parce qu'on est parti, on va dire, d'un blocus d'un détroit d'Ormuz qui était partiellement fermé, mais qui permettait d'alimenter la Chine et l'Inde, parce que la Chine et l'Inde ont besoin énormément de plastique également pour leur activité, avec un blocus américain qui empêche la Chine et l'Inde d'avoir ces produits. Donc ce qui veut dire que la Chine et l'Inde sont en train d'aller chercher le plastique partout ailleurs où ils peuvent y aller, et en l'occurrence ils sont sur le terrain de chasse des Européens aussi, et donc on se retrouve en compétition avec eux, et on n'a pas forcément les mêmes moyens financiers pour se concurrencer avec eux. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus de poches de transfusion dans les hôpitaux ? Comment on gère ce que disait Félix sur les gants qui peuvent qu'être à usage unique? On fait comment? Alors moi je me rappelle justement pendant le Covid, il manquait des blouses. Les soignants avaient mis des sacs poubelles. Et ben là, même les sacs poubelles, je suis même pas sûr qu'ils pourront les mettre. Donc à un moment donné, on arrive à une situation dans laquelle je pense que le gouvernement doit absolument prévoir des stocks. C'est-à-dire vraiment sur ce terrain-là, sur la partie santé, il doit commencer à stocker, il doit commencer, on va dire, à vérifier s'il y a assez d'approvisionnement. Parce qu'à un moment ou à un autre, quand il y a plus de matière première qui sort, s'il y a plus de polyéthylène, s'il y a plus de polypropylène, on peut pas faire de magie. À un moment donné, on peut pas faire du recyclé comme vous l'avez rappelé, parce qu'il y a des normes effectivement en contact, et on peut pas mettre du verre pour faire on va pas
revenir aux seringues en verre, on va pas mettre du papier carton, on va pas mettre de l'aluminium. Il y a le plastique, c'est vraiment le matériau dans le secteur de la santé qui est prédominant. Et donc aujourd'hui, vraiment, je tire la sonnette d'alarme. Vraiment, j'en profite pour le faire. Vous n'êtes pas alarmiste. Non, mais il faut être réaliste. Je veux dire, à un moment donné, gouverner, c'est prévoir. Donc à un moment donné, je comprends le côté rassuriste du gouvernement, mais moi, ça fait dès le 1er mars, dès le lendemain de la guerre, sur France Info, j'avais dit attention, ça va être très très problématique. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que ça s'aggrave de jour en jour. Et on voit Patrick Pouyanné, ne serait-ce que sur la partie carburant, quand il vous dit que dans 3 mois, on n'aura plus rien. Donc vous imaginez bien que sur tout le reste, le naphta et la fabrication de produits plastiques va être secondaire. On va d'abord approvisionner le kérosène pour les avions et les voitures. Donc c'est un gros problème. Vu la situation d'urgence que vous êtes en train de nous décrire, on pourrait presque trouver ça miraculeux de voir pas encore les conséquences davantage, que ce soit en magasin sur les prix ou même sur le matériel disponible dans les hôpitaux. Comment ça se fait? Parce que pour le moment, on a tapé dans les stocks? Tout à fait, parce qu'en fait, vous avez fait de la matière première déjà qui était déjà, on va dire, présente aussi, donc qui permet de fabriquer des produits, on va dire, à des tarifs, on va dire, relativement normaux. Il y avait effectivement les stocks aussi auprès des fabricants et les stocks aussi auprès des distributeurs ou effectivement du centre commercial. Là, actuellement, on a par exemple des industriels qui fabriquent des produits pour la rentrée scolaire, les protège-cahiers, tout ça. Donc ça, c'est bon pour la rentrée de 2026. Il n'y aura aucun souci. C'est déjà livré, c'est déjà fait. Par contre, ils doivent recommencer la production fin 2026, début 2027. Et là, ils commencent déjà à s'inquiéter parce qu'effectivement, ils auront peut-être aussi la crise dure. On aura des problématiques qui risquent d'arriver. Donc là, pour l'instant, on va dire, on le voit peu, même si on voit quand même une augmentation des prix qui est quand même réelle. Là, on voit quand même une augmentation arriver. Mais en termes, on va dire, de disparition de produits dans les rayons, on est encore sur des stocks. Mais à un moment ou à un autre, vous allez voir, il y aura des produits catégorie par catégorie qui vont commencer à disparaître. Quel volume de stock? Enfin, ça dépend, j'imagine, des produits. En fait, tout dépend. Quel est l'avance? Si on prend les sacs poubelles, par exemple, pour être très concret pour nos auditeurs. C'est globalement, on peut dire, si demain la production, la livraison, on va dire, de polyéthylène, on va dire, s'arrête, ils ont à peu près un mois et demi en général, on va dire, de stock de livraison. Si vraiment il n'y a plus rien qui arrive, effectivement, et actuellement, il n'y a plus rien en polyéthylène qui arrive en bateau, parce que c'était les anciens bateaux en courant mars, on va dire, qui étaient déjà en circulation, qui arrivaient, donc on a pu être livrés. Les Américains aussi ont réussi un petit peu à nous dépanner en polymère également pendant courant mars et avril, mais même eux, ils sont maintenant en tension également de leur côté, et de toute façon, ils nous répercutent le prix de l'assurance du bateau, même s'il vient des États-Unis, il le fait. Il y a une assurance qui est quand même augmentée en prix, parce que c'est un peu mutualisé, et le prix du carburant du bateau aussi a augmenté, et le prix des containers. Et on va d'ailleurs, et je tiens d'ailleurs à le souligner, je pense que ce sera la première fois dont j'en parle, mais on aura un problème de containers. C'est-à-dire, on a un manque de containers qui risque d'arriver d'ici 2 à 3 mois, parce que vous avez les 3000 bateaux qui sont actuellement bloqués sur Hormuz à peu près. Tous les containers, c'est des produits qui sont, c'est des objets qui sont censés circuler, qui sont pas censés être fabriqués tous les jours. Et donc, à un moment donné, on nous prédit, on va dire, à peu près d'ici 2-3 mois, une grosse crise logistique si effectivement on n'a pas assez de containers également mis en circulation. Et qui nécessite de l'acier. Et or, l'acier aujourd'hui, c'est du gaz, et le gaz, ça coûte extrêmement cher également. C'est toute une chaîne, en fait. C'est un cercle vicieux, là, tout à fait. Question d'un auditeur, est-ce que l'utilisation des stocks stratégiques de pétrole a commencé? Alors ça, il l'utilise non pas pour faire du plastique en tous les cas. Les stocks stratégiques, l'État l'utilise pour le militaire, pour les déplacements, pour le kérosène. J'ai envie de dire le naphta qui est nécessaire, qui est issu de la distillation du pétrole. J'ai envie de dire, c'est un peu le parent pauvre. C'est les dernières choses, on va dire, dont on va s'occuper par rapport à ça. Or le médical, je vais me faire un peu l'avocat du diable et le porte-parole des écologistes. Vous parliez du protège-cahier, on peut remettre. Les écologistes, c'est le diable, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas du tout. Ne me faites pas dire ça. Ne cherchez pas Joseph sur ce sujet. Ne me cherchez pas. Parce que vous parliez du protège-cahier, on peut en mettre un en papier. Ça va pas faire il y a des alternatives au plastique. Transparence. Est-ce que pour chaque problème, il y a des alternatives maintenant au plastique? Est-ce que la science a fait des avancées? Et est-ce que dans plein de domaines, on peut remplacer le sac poubelle par un carton et on met nos ordures dans un carton? C'est pas un énorme problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Je vous ai dit que Tout à fait. C'est une vraie question. On peut mettre dans un carton. On peut trouver à chaque chose. Par exemple, juste une petite parenthèse.
française, les pailles, par exemple, c'est une catastrophe. Tout à fait. Alors, en l'occurrence, on a supprimé les pailles en plastique, on a laissé les pailles en papier. La question, c'est est-ce qu'on avait besoin même des pailles en papier en tant que telles? Est-ce que le produit lui-même était utile en lui-même? Mais c'est vrai que la paille en plastique avait moins de goût quand même que le papier. Mais pour revenir à ce que vous dites, il y a plusieurs choses. Déjà en termes, on va dire, d'alternatives qui soient à coût équivalent. Il n'y a rien de moins cher que le plastique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les prix du plastique, effectivement, augmentent. Mais tout ce qui est verre, le verre nécessite du gaz. Or, le gaz, aujourd'hui, il flambe aussi. Les prix des verreries, effectivement, augmentent. Le papier carton, pour sécher la pâte à papier, il faut du gaz, il faut beaucoup de chaleur. Et je parle même pas de la consommation d'eau, 500 litres d'eau pour faire 1 kilo de papier, 2 litres d'eau pour faire 1 kilo de plastique. La métallurgie, c'est également beaucoup d'énergie. Donc, d'un point de vue coût, et c'est ce qui explique aussi le succès du plastique d'une manière générale depuis, on va dire, les 50-70 dernières années, c'est que ça demande peu d'énergie pour être fabriqué. Ensuite, vous avez des propriétés. Si vous mettez quelque chose d'humide dans un carton, ça va passer à travers. Donc, pour pouvoir, on va dire, le protéger, éventuellement, vous allez remettre une couche de plastique, comme les fameux gobelets actuellement, dans lesquels vous avez une couche de plastique pour empêcher. Donc, au final, même le carton, s'il a envie d'avoir les mêmes propriétés que le plastique, il aura besoin du plastique pour pouvoir le faire. Alors, on va revenir sur aussi, on va parler du plastique, et avec la question de Gilles, est-ce qu'il y a des alternatives au plastique? Vous dites, je crois que c'est dans votre livre, celui qui maîtrise le plastique dominera le monde. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300. Si vous avez des questions, si vous aviez réfléchi à cette question du plastique, est-ce que vous avez changé aussi vos habitudes de consommation? On en parle dans un instant. 10h midi, mettez-vous d'accord. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. C'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est que avec la crise et le blocage la crise au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz, il y a un produit de notre quotidien qui pourrait bien voir ses prix flamber et voir carrément disparaître des rayons. C'est le plastique, c'est tout ce qui est en plastique. Alors, on parle des sacs poubelles, mais vous évoquiez tout ce qui est médical. Félix Mathieu, les poches de transfusion et beaucoup d'autres produits. On en parle avec Joseph Taillefer, secrétaire général de Plastalliance. 0826 300 300 si vous voulez réagir, poser des questions à Joseph Taillefer qui est avec nous. Alain est en ligne. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Sur le plastique, bien sûr qu'il y en a beaucoup trop. Mais maintenant, il y a des entreprises qui fabriquent des plastiques qui deviennent de plus en plus biodégradables, qui deviennent vraiment écologiques, et personne n'en parle. Par exemple, en Arabie Saoudite, vous avez Sabic. Sabic, c'est la plus grosse entreprise chimique d'Arabie, qui fabrique un plastique totalement biodégradable qui disparaît complètement, et personne n'en parle. Il y a la guerre qui est arrivée, donc de toute façon leur commercialisation pour le moment est complètement en dessous. Et ils ont un gros problème pour faire connaître leurs produits, parce qu'entre autres c'est fabriqué en Arabie Saoudite. Alors Joseph va pouvoir vous répondre. C'était effectivement ma question. Est-ce qu'il y a des plastiques écolos ou des plastiques qu'est-ce que ça a un sens de parler de plastique écologique? Alors il y a le plastique pour moi est écologique, mais après voilà, on peut toujours en débattre dessus. Mais effectivement sur la partie dont vous parlez, alors vous avez des plastiques qui sont d'origine biosourcée, qui sont pas faits à base de pétrole, parce qu'en fait d'ailleurs les premiers plastiques étaient faits par exemple à base de cellulose. On peut faire du plastique à base de pommes de terre, à base de canne à sucre, de bambou. On peut faire beaucoup de choses. Et vous avez certains plastiques qui peuvent être compostables ou biodégradables. Alors comme vous l'avez mentionné, c'est quand même, on va dire, l'étranger, la France malheureusement et l'Europe en général, n'est pas, on va dire, très très leader sur la partie bioplastique. L'Asie notamment domine ce sujet, donc il faut bien faire attention de se dire que si on doit promouvoir une nouvelle technologie, il faut pas refaire la même erreur qu'avec les voitures électriques et de donner la main, on va dire, à d'autres qui seraient meilleurs que nous. Et Sabic, effectivement, d'ailleurs, s'ils nous écoutent, ils ont retiré tous leurs investissements au niveau européen. En janvier dernier, ils avaient indiqué qu'ils ne voulaient plus garder leurs usines et qu'ils voulaient donc se concentrer sur le Moyen-Orient. Donc, vu les événements actuels, on pourrait peut-être se poser la question si c'était vraiment le bon choix, parce que on pourrait dire ce qu'on veut de l'Europe, mais c'est quand même l'endroit d'un point de vue, on va dire, géopolitique, qui est quand même le plus stable. Et aujourd'hui, je pense que ça n'a pas de prix pour pouvoir travailler. Mais le plastique écologique, ça a un sens. Il y a un autre auditeur qui me dit, Stéphane, quel est le ratio de recyclage? On nous bassine toute la journée à recycler, mais si c'est inutile, à quoi ça sert? Alors, au niveau de la France, comme on en discutait un peu hors antenne, mais on est l'avant-dernier européen dans le
recyclage des emballages plastiques. Donc 25% des emballages plastiques sont recyclés, et à peu près, on va dire, 25%, entre 25 et 30 qui sont mis en enfouissement, et le reste qui est brûlé. Non, mais c'est dingue. C'est dingue, en sachant que la Belgique, c'est 60, la Slovaquie a atteint aussi les 60, vous avez l'Allemagne qui est à 50, la moyenne européenne c'est 42, parce qu'en France, en fait, il est beaucoup plus rentable pour ceux qui on gère, on va dire, la fin de vie de ces déchets, parce que ce sont pas ceux qui fabriquent les produits, mais ce sont ceux qui sont chargés de la gestion des déchets, d'incinérer ou d'enfouir. Or, par exemple, l'enfouissement des emballages plastiques n'existe plus en Belgique, elle n'existe plus en Suisse, elle n'existe plus en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Norvège. Et c'est quand même dingue d'avoir encore, on va dire, une part d'enfouissement extrêmement élevée en France. Ça veut dire qu'il y a un lobbying financier ? Bien sûr, il y a même d'ailleurs un groupement de lobby européen qui s'est créé, le lobby européen de l'enfouissement, quoi. Donc c'est compliqué à défendre, mais ils défendent effectivement leur position, parce que l'Union européenne veut interdire à terme l'enfouissement dans toute l'Union européenne, et veut mettre notamment une taxation supplémentaire sur l'incinération qui est extrêmement rentable. Aujourd'hui, pour incinérer, ça demande beaucoup moins de personnel qu'un centre de recyclage où il faut des personnes pour trier, pour gérer, etc. Mais et donc, qui décide il faut des politiques publiques. Il faut que l'État, il faut que les élus, les politiques se disent aujourd'hui, on veut inciter au recyclage, et donc il faut dissuader les autres fins de vie des déchets. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire que, pardon, je vais reprendre le terme pour être correct de notre auditeur, on nous bassine avec l'écologie, le recyclage, les efforts, etc. Et en gros, on ne recycle qu'à 25%, alors que d'autres pays sont en France, alors que d'autres pays sont à 50 voire 60, oui, 50 tout à fait. Voire 60. Donc c'est schizophrénique, non ? C'est schizophrénique, et d'une certaine manière, c'est un peu se moquer effectivement des consommateurs. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le plastique que vous mettez dans votre poubelle jaune, vous lui donnez, on va dire, une chance plus importante d'être recyclé que si vous la mettiez dans une poubelle grise. Mais il faut aussi être honnête, parce que jusqu'à présent, beaucoup ont dit autre chose. Il peut ne pas être recyclé, il faut le dire. Quand il y a eu la période en 2023 sur les retraites, c'était les incinérateurs qui étaient en grève, et les poubelles n'étaient plus ramassées. Donc ce qui montre bien que à Paris, une bonne partie quand même des poubelles quand même finit à l'incinération. La faute à qui ? C'est un choix délibéré de l'État, des collectivités locales. Qui est responsable de ce que vous nous décrivez là, c'est-à-dire du fait qu'on recycle beaucoup moins que nos voisins ? Vous savez, je dis le recyclage, c'est une gestion de déchets. Donc à un moment donné, c'est un métier, la gestion des déchets. Vous avez des entreprises qui font de la gestion des déchets. Et on parle toujours du lobby pétrolier, du lobby des plastiques, mais il faut aussi parler du lobby des gestionnaires de déchets qui sont extrêmement influents, notamment auprès des collectivités, et qui, au final, arrivent en fin de compte, par exemple pour des incinérateurs, à faire des contrats d'incinération en disant vous devez nous livrer tant de tonnes de déchets à incinérer. Si on en a moins, à ce moment-là, vous devez nous payer une pénalité. Mais je comprends. Le plastique, vous dites c'est écologique. Alors pourquoi vous êtes contre l'enfouissement ? Parce que ça n'a aucun intérêt. De ce point de vue-là, ça ne génère rien. Ça ne génère, en recyclage, au moins vous évitez, on va dire, d'importer par exemple du pétrole. Les déchets, c'est un peu notre pétrole à nous. Donc quand vous recyclez un produit, vous utilisez moins de matière vierge. L'incinération, je dis pas qu'il faut l'interdire en l'occurrence, mais qu'il faut en tous les cas la limiter à vraiment des choses qu'on peut vraiment pas recycler. Ça peut arriver qu'il y ait des choses comme par exemple le médical. La plupart des blouses ou des gants ou des choses comme ça du médical ne sont pas recyclés en général ou finissent à l'incinération quand ce sont des déchets dangereux. Et donc là, l'incinération est intéressante et ça peut donner de la chaleur et de l'énergie. Mais l'enfouissement, pourquoi vous êtes contre l'enfouissement ? Ça se recycle pas quand on enfouit ? En l'occurrence, si c'est un plastique, on va dire déjà d'origine pétro-sourcée, si vous le mettez sous terre, dans 100 ans, il sera toujours là. Et même donc le plastique n'est pas recyclable ? La recyclabilité n'est pas la biodégradation. La recyclabilité, c'est que tout simplement vous refaites en fin de compte un autre plastique à partir du même produit. La biodégradation, c'est que votre produit va vraiment se biodégrader. C'est ce que votre auditeur a parlé. Mais ça, c'est encore dans des conditions très particulières. Il y a des plastiques biodégradables que vous pouvez mettre sous le sol pendant des années. Vous les réouvrez, vous les retrouverez toujours. On comprend bien que la vie sans plastique est presque impossible sur cette terre. On va se projeter. Dans 50 ans, on dit qu'il n'y aura plus de pétrole et qu'on sera à court de tout le pétrole. On fait quoi ? Alors justement, la partie innovation, autant le plastique, on va dire, c'est une propriété. C'est une propriété d'un matériau, c'est-à-dire ce qui peut prendre la forme qu'il souhaite. Et en fait, quand vous regardez l'histoire de l'industrie plastique depuis, on va dire, les 200 dernières années, on fait plus les plastiques aujourd'hui avec les mêmes polymères qu'on pouvait les faire avant. Même les bouteilles en plastique, les bouteilles d'eau, elles étaient faites en PVC il y a à peu près 40 ans, et aujourd'hui, elles sont faites en PET. Si demain, effectivement, on peut passer à d'autres types de polymères, ce sera toujours un polymère, mais peut-être qu'il sera pas d'origine pétrolière, il sera peut-être pas d'origine
d'origine fossile, peut-être d'origine biosourcée, mais pour ça, il faut avoir vraiment les industriels en Europe pour pouvoir le faire, parce que si c'est pour que ce soit du biosourcé chinois, on n'aura rien gagné. Il faut le faire dès maintenant. Il faut attaquer dès maintenant. Et en attendant, le fait qu'on recycle moins que la plupart de nos voisins européens, ça veut dire qu'on va davantage être touché par la flambée des prix du pétrole que nos voisins qui vont mieux s'en sortir au niveau du plastique grâce au fait que vu qu'ils recyclent, ils seront moins à court certainement que nous. Tout à fait. Sur la partie emballage, c'est une évidence, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, par exemple, pour la partie eau minérale en France, c'est là où on recycle un peu mieux, on va dire. Et ils arrivent à contenir encore les prix. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tous les cas, ils arrivent encore un peu à contenir les prix parce qu'on arrive à très bien recycler les bouteilles d'eau. Mais sur d'autres produits, les pots de yaourt aujourd'hui, qui, je rappelle, sont envoyés en Belgique actuellement et en Espagne pour être recyclés, parce que nous, en France, on n'a pas les infrastructures pour l'instant aussi développées que ça pour pouvoir le faire. Et effectivement, il peut y avoir des coûts. Aujourd'hui, je rappelle que nous payons 1,6 milliard d'euros, ça veut dire en amende à l'Union européenne pour l'absence de recyclage correct, on va dire, des emballages plastiques. On paye plus que l'Allemagne qui produit 2 fois plus de plastique que nous. On paye 1 milliard d'euros d'amende ? Oui, tout à fait. Vous avez une taxe, taxe ou amende, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est 800 € la tonne sur les emballages plastiques non recyclés. Et combien coûte une usine de recyclage ? C'est quelques dizaines de milliers d'euros. Plus d'1 milliard. Non, quelques dizaines de millions d'euros. Donc on ferait mieux de construire des usines plutôt que de payer 1 milliard à l'Europe. Tout à fait, mais le problème, c'est que pour construire des usines, il faut de la visibilité. Et en France, il faut se rappeler quand même qu'on a AGEC qui prévoit qu'en 2040, fin des emballages plastiques à usage unique, ça n'arrivera pas. Sauf que d'un point de vue business, personne va investir dans un contexte où on vous dit que votre business va s'arrêter dans 15 ans. Et donc, juste pour revenir à notre question de départ, vous tirez vraiment la sonnette d'alarme en disant attention, dans quelques semaines, d'ici un mois, si la guerre ne s'arrête pas, si le détroit d'Ormuz continue à être bloqué, il pourrait y avoir une crise très profonde, manquée de tout ce qui est matière plastique, sacs plastiques, et puis on pense Exactement. à l'hôpital. Tout à fait. Voilà, merci à vous, Joseph Taillefer, d'avoir été avec nous, secrétaire général de Plastalliance, et je rappelle votre livre Halte au plastic bashing. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant. On va débattre et commenter l'actualité. On va parler de ce qui se passe dans le monde de l'édition, chez Grasset en particulier. À tout de suite.